Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En Quête de Sens. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec le philosophe français Matthias Leboeuf. Jean Cornille l'a rencontré chez lui, à Paris, de Socrate à Deleuze en passant par Spinoza. Matthias Leboeuf nous parle des philosophes qui l'inspirent, mais aussi de son approche de la philosophie au travers de l'art et de l'esthétique. Un véritable éloge de la philosophie réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel. Nous sommes aujourd'hui à Paris, devant une fresque d'art urbain. Pourquoi? Parce que je vous propose une entrée dans la philosophie au travers de l'art, au travers de l'esthétique. Le grand philosophe Gilles Deleuze écrivait « Toute entrée est bonne du moment que les sorties sont multiples ». Je vous propose une entrée dans l'histoire de la philosophie au travers de l'art, au travers de l'esthétique. Nous le ferons en compagnie de Matthias Leboeuf, philosophe et animateur de café philosophique. Matthias Leboeuf a écrit, il y a quelques années, une magnifique petite histoire de la philosophie, d'Épictète à Wittgenstein, de Spinoza à Albert Camus. Je vous propose maintenant de m'accompagner chez Matthias Leboeuf. Matthias Leboeuf, la philosophie, c'est quoi fondamentalement? La recherche du bonheur, la recherche de la vérité, la recherche d'une sérénité? Alors, très difficile de répondre à ça, parce que la philosophie est une discipline, mais je vais y répondre quand même. La philosophie est une discipline qui, à travers les siècles, a remis en jeu sa définition et son identité en permanence. Chaque philosophe passe son temps, d'une certaine façon, à redéfinir la philosophie, ce qui fait de la philosophie une discipline qui se présente un peu comme une forme de Prothée en permanent devenir. Prenons 4 définitions de la philosophie. Oui. Vous prenez la définition canonique, étymologique de la philosophie. Philosopher, c'est l'amour de la sagesse. Bon, définition classique. Prenez les définitions socratiques. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Et puis, prenons Wittgenstein. Oui. Philosopher, c'est la clarification logique de la pensée. Et puis Gilles Deleuze. Philosopher, c'est créer du concept. Quels sont les points communs? Quel est le dénominateur commun de ces 4 définitions? C'est très difficile à dire. Très difficile, je ne sais même pas si on pourrait arriver à en trouver un. Mais pour vous? Alors pour moi, je crois que fondamentalement, la philosophie a une ambition, effectivement, et tous les philosophes ont une ambition, c'est d'arriver à être libre et heureux, et d'arriver à vivre pleinement sa vie et à exister vraiment. L'angoisse, on va dire, de départ du philosophe, c'est de ne pas passer à côté de sa vie. D'accord. Parce qu'effectivement, le philosophe, c'est probablement celui qui a conscience qu'il est mortel, que nous sommes mortels, et qu'à partir du moment où le temps qui nous est donné est compté et qu'il fuit irrémédiablement, il faut savoir comment l'utiliser au mieux. Et c'est justement dans cette logique du au mieux que réside la question du bonheur. Quelle est la meilleure vie possible? Comment je vais utiliser le temps qui m'est donné? Le temps ne s'épargne pas et il ne nous épargne pas. Il n'y a pas d'épargne-temps d'une certaine façon. Donc il faut savoir comment l'utiliser au mieux. Et c'est là que réside effectivement le point de départ de la philosophie. L'ambition des philosophes, c'est quoi? Je le disais, c'est d'être libre et heureux. Oui. Et d'une certaine façon, on n'est jamais totalement heureux quand on n'est pas libre, et on n'est jamais totalement libre quand on n'est pas heureux. Donc le philosophe, c'est celui qui va essayer de voir comment il peut concilier ces 2 ambitions et quels sont les meilleurs chemins pour y arriver, d'une certaine façon. C'est ce qui distingue la philosophie de la religion? Alors oui, la philosophie de la religion, ils peuvent avoir des objets communs, effectivement, la question du bonheur, la question du salut, mais je crois que les logiques de la philosophie
et de la religion sont profondément, diamétralement opposés. Pourquoi ? Parce que les religions ont une logique verticale, transcendante, et profondément, les religions appellent à croire à un principe transcendant, et à travers ce principe transcendant, à un dogme. Je crois que la logique profonde de la philosophie, c'est d'appeler à douter. Le doute est le premier moteur ou le principal moteur de la philosophie. La philosophie considère, et les philosophes, que rien n'est évident, rien ne va de soi, à commencer par soi-même d'ailleurs, d'une certaine façon. Connais-toi toi-même, début de la philosophie selon Socrate. Donc tout doit être mis en question, tout doit être questionné. C'est comme ça, mais ça pourrait être autrement. Pourquoi c'est comme ça ? Donc la logique profonde de la philosophie, c'est le doute qui vient nourrir un étonnement permanent et une critique également. L'étonnement, le doute et la critique sont les trois moteurs profonds de la philosophie. En religion, vous avez de l'étonnement, du doute, il y en a peu, ou alors le doute est toujours un accident, d'une certaine façon, dans les religions, et la critique, essayez de critiquer ce qui se dit à la messe, vous allez voir que ce ne sera pas facile. Vous avez écrit une superbe histoire de la philosophie au travers de 32 citations de philosophes célèbres. S'il fallait de manière très arbitraire retenir un, deux ou trois grands philosophes de l'Antiquité ou de la modernité, ce seraient lesquels pour vous, Mathias Leboeuf ? Alors si vous m'en donnez trois, je dirais Socrate, Spinoza et Deleuze. Socrate parce que c'est vraiment le point de départ, c'est peut-être pas le premier philosophe, mais c'est le premier des philosophes. Et puis c'est surtout le philosophe avant même la philosophie. C'est le philosophe sans doctrine, Socrate. C'est le philosophe qui d'une certaine façon, n'a pas de philosophie, ne s'est pas recroquevillé sur un dogme, et c'est la philosophie en acte pur. Socrate, c'est aussi celui qui a inscrit la philosophie dans une logique démocratique et populaire. Il va voir chacun, les artisans, les militaires, les juges, et il leur dit « Tu es quoi ? Tu es qui ? Pourquoi tu crois en ce que tu crois ? Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi crois-tu ça ?» Et il interroge chacun. Ça, c'est la grande vitalité de la philosophie, et je trouve d'ailleurs que la philosophie a perdu un peu cette vitalité-là, et qu'il serait bon qu'elle la retrouve d'une certaine façon. La racine socratique de la philosophie est à rechercher en permanence, et je crois qu'il est bon que tous les philosophes reviennent régulièrement au geste de Socrate. Spinoza, c'est le philosophe inépuisable, c'est le philosophe de l'immanence, c'est le philosophe anti-autoritaire, et d'une certaine façon, tous les philosophes ont un problème avec l'autorité. Je crois que le philosophe, c'est celui qui ne supporte pas l'autorité constituée comme telle, à commencer par l'argument d'autorité. En philosophie, il n'y a pas d'argument d'autorité, tout est discutable, tout est sujet à argutie et à argumentation. Pourquoi on pense ça ? Pourquoi on pense comme ça ? Et Spinoza, c'est ça. Spinoza, c'est le philosophe vraiment de l'immanence radicale. C'est le philosophe qui a réussi à produire une philosophie compliquée, philosophie extrêmement aride, et qui pourtant connaît encore aujourd'hui un engouement très fort. Gilles Deleuze, pour la période contemporaine, c'est pour moi une source continuelle de renouvellement de la pensée, c'est une source d'invention. Deleuze était un grand créateur de concepts, c'est un philosophe extrêmement fertile pour moi, en tout cas, donc j'y reviens extrêmement souvent. C'est un philosophe d'ailleurs qui se revendique d'une certaine façon spinoziste. C'est vrai que Deleuze, j'ai l'habitude de travailler avec lui en permanence, et il est une source inépuisable à la fois de contentement, d'inspiration, voilà. D'inspiration, c'est vraiment... Deleuze est une matrice. Il est quelqu'un qui me fait voir toujours les choses différemment. C'est quelqu'un qui formule les choses aussi d'une façon extrêmement précise. Donc il est très, très, très utile pour le coup, et je m'y ressource extrêmement souvent.
tous les enfants de la planète, tous les étudiants, tous les lycéens, pour être libres et heureux, devraient être baignés de philosophie, devraient avoir un cours de philosophie, ça devrait être une matière transversale et enseignée de manière permanente? Alors j'ai tendance à penser que oui, j'ai tendance à penser qu'effectivement, si on injectait un peu plus de philosophie dans l'éducation, et en particulier en France dans l'éducation nationale, c'est-à-dire pas seulement une année en terminale, ce serait effectivement une bonne chose pour plein de raisons d'ailleurs. C'est que la philosophie permet, d'arriver à une conscience de soi. C'est un travail sur soi et sur la conscience de soi. Et ça, c'est important pour les enfants. C'est aussi la conscience de l'autre. Et puis c'est la conscience politique du citoyen, ça crée du citoyen. Donc il y a une grande utilité à ce que l'éducation passe par la philosophie. Et d'ailleurs, l'éducation est un thème fondamental de la philosophie. Chez Aristote, l'éthique à Nicomaque, c'est un traité d'éducation qui est destiné à Nicomaque, son fils, où Aristote va livrer, en quelque sorte, ses enseignements. La philosophie commence, d'une certaine façon, avec l'éducation. Parce que quand on éduque un enfant, on lui dit ce qui vaut la peine, ou on essaye de lui faire comprendre ce qui vaut la peine ou ce qui ne vaut pas la peine. Ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Donc, éducation et éthique sont conjointes à travers la philosophie. Vous prenez des enfants en bas âge, même en bas âge, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste? Les enfants ont une conscience très aiguë de la justice, par exemple. Quelle est la différence entre les garçons et les filles? Faites parler des enfants de 6 ans sur ce sujet-là, et vous allez voir qu'ils ont des réponses et des questions. Donc la matière philosophique, elle est immédiatement là. Tout simplement parce que les enfants, comme chacun d'entre nous, veulent aussi être heureux et vivre en bonne entente avec les autres. Et pour ça, il faut se parler. Il faut créer, entre guillemets, du concept. Vous avez préfacé les écrits sceptiques de Bertrand Russell. En quoi le scepticisme, le doute, est-il une vertu aujourd'hui en face des dogmatismes et des fanatismes qui, parfois, malheureusement, gagnent du terrain dans les consciences? Je crois qu'effectivement, déjà, le doute vient mettre en brèche la logique du dogmatisme. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la logique de la philosophie, c'est d'être profondément, à mon sens, elle devrait être profondément adogmatique. Le philosophe, encore une fois, a toujours un problème avec l'argument d'autorité. Et puis le philosophe, c'est celui qui considère que rien ne va de soi, rien n'est évident. Oui. Donc à partir de là, effectivement, tout est à remettre en doute, tout est à questionner. Merleau-Ponty disait, philosopher, c'est impliquer qu'il y a toujours des choses à dire et à voir. Et pour cela, effectivement, il faut considérer que rien n'est arrêté. Que les choses ne sont pas vues, ne sont pas sues, ne sont pas lues, elles ne sont pas passées au passif. On est toujours dans l'activité des choses. Donc, effectivement, le doute, c'est ce qui vient ouvrir. Ce n'est pas un doute négatif, c'est ce qui vient ouvrir et c'est ce qui vient faire que les choses sont toujours en process. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de résultat définitif en philosophie. On n'a jamais épuisé un sujet. Vous prenez l'amour, la politique, l'éthique, les sciences, ou que sais-je, un sujet philosophique n'est jamais épuisé. Il y a toujours une autre réponse, un autre angle, un autre agencement, un autre point de vue. Donc il est important, effectivement, que la philosophie lutte contre les dogmatismes. J'ai tendance à penser que la question de la tolérance fait aussi partie de l'identité de la philosophie. Aujourd'hui, quand on parle de tolérance, on a tendance à vous rejeter immédiatement l'idée que vous êtes bien pensant et que la tolérance ne fait pas partie de la philosophie. Et pourtant, il en faudrait un peu de tolérance en ce moment. Hein. Tolérance et de respect. Alors, un bémol immédiat, c'est qu'il ne faut pas se draper dans la tolérance et se draper dans le respect pour en faire le linceul de la liberté d'expression. Ça, c'est extrêmement important. Quand on se drape dans le respect pour en faire le linceul de la liberté d'expression, alors on passe à côté même de l'idée de tolérance. Je crois, moi, que tout peut se dire. À partir du moment où
on explique pourquoi on dit et pourquoi on pense cela. Tout peut se dire, bien évidemment, dans le cadre de ce qui est admis par la loi, c'est-à-dire que la citation à la haine ou la citation ou la discrimination raciale sont effectivement inaudibles d'une certaine façon. Mais on doit pouvoir envisager toutes les choses. La philosophie, c'est aussi comprendre la logique de l'autre, pour savoir comment on va s'y agencer. C'est philosopher, c'est savoir comment on va s'agencer à l'autre. C'est pour ça que la philosophie est immédiatement politique dès sa naissance au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous l'ère de Périclès, sous l'Athènes de Périclès. Philosopher, c'est savoir comment on va vivre ensemble avec les autres et avec la différence. Les autres ne nous ressemblent pas, ils n'ont pas forcément envie de la même chose et pourtant il faut vivre avec. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont universelles au genre humain, au-delà des différences, au-delà des civilisations, au-delà des traditions, des cultures? Est-ce qu'il y a des vertus, des valeurs qui sont universalisables, et je le dis singulièrement ici, en France? Il faut se méfier d'un universalisme trop, comment dire, béat d'une certaine façon. Les valeurs de tolérance, peut-être, mais en tout cas, on a des outils communs. La raison, le langage. Oui. Et puis, on a probablement des buts communs aussi. Le bonheur, vouloir être heureux. Je crois qu'il n'y a pas un homme sur la planète qui, quelle que soit sa religion, sa classe sociale, ne veut pas être heureux. Donc, et puis cette idée de liberté aussi, qui est probablement une valeur, pour le coup, qui est partagée par tous. Les hommes n'ont pas envie de vivre esclaves d'eux-mêmes ou des autres. Donc il faut s'affranchir, il faut arriver à être libre. Liberté, bonheur, tolérance, peut-être sont les valeurs et la raison cardinale de la philosophie. Ce n'est pas vraiment des valeurs d'ailleurs, c'est plutôt des buts ou des objectifs. Les valeurs, après, elles sont relatives à pas mal de choses, mais quand on parle de valeurs, c'est justement qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu. Tout à fait. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Comment on va arriver à être heureux? Alors on peut avoir différentes vision du bonheur. Je disais tout à l'heure que la philosophie était une forme de proté qui se redéfinissait en permanence et que d'une certaine façon, l'identité de la philosophie est une identité sans identification. Oui. C'est-à-dire que la philosophie est en perpétuel devenir. Et que si on prenait l'ensemble des définitions de la philosophie et qu'on cherchait le dénominateur commun de tout ça, on retomberait forcément sur ces idées de liberté et de bonheur. Si vous prenez l'ensemble des définitions du bonheur qui sont données par les philosophes, vous avez la même problématique, finalement. C'est très éclaté, c'est très nébuleux. Et ça, c'est très joyeux. Ça veut dire qu'en philosophie, le travail reste à faire en permanence. Pourquoi? Parce qu'en dernière instance, la philosophie, bien sûr, produit des théories, produit peut-être des dogmes, mais la philosophie, c'est un art de vivre, c'est une activité. C'est une activité qui cherche, finalement, à déterminer trois rapports, les trois meilleurs rapports, le meilleur rapport de soi à soi, oui. Comment je vais arriver à vivre avec moi-même, comment je vais arriver à m'aimer, le rapport de soi aux autres, comment je vais vivre avec les autres, comment je vais m'agencer aux autres, à leurs désirs, à leur volonté, comment je vais m'en affranchir aussi, à ne pas rester sous leur tutelle pour pouvoir rester libre, et puis le rapport de soi au monde, comment je m'empare du monde, comment je navigue dans le monde, comment je rentre dans le monde. Qu'est-ce que je fais du monde tel qu'il existe? Et dans ce cadre-là, en tant que philosophe, la question des dégradations de l'écosystème, du dérèglement climatique est quelque chose qui peut être un objet de pensée pour un philosophe? Bien sûr. Le rapport au non-humain? Bien sûr. Le monde, l'écosystème, la planète, l'écologie, l'éco-pensée, d'une certaine façon, c'est fondamental. Qu'est-ce que nous faisons de la planète? Et je vais même ajouter, oui. L'écologie, elle commence avec soi et avec la diététique. Qu'est-ce que nous mettons dans notre propre corps? Qu'est-ce que nous mangeons? Comment nous produisons ce que nous mangeons? Ça, c'est des problèmes philosophiques extrêmement importants. Parce que la question qui est derrière, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Oui. Qu'est-ce qui est bon pour mon environnement? Où est-ce que je vis? Alors, c'est l'écologie, c'est l'urbanisme, c'est la diététique, c'est les conditions de production de ce que l'on mange. Mon corps n'est pas une poubelle.
Donc, qu'est-ce que j'ingère et qu'est-ce que je dégage aussi. En tant que philosophe, Mathias Leboeuf, quel est le regard que vous portez sur l'évolution de l'art moderne, de l'esthétique? Alors c'est une question qui me préoccupe beaucoup parce que ma porte d'entrée dans la philosophie, ça a été l'art justement. J'avais une activité de peintre et je suis venu à la philosophie par la peinture. J'ai d'ailleurs fait mon doctorat sur les rapports de la peinture et du langage, et en particulier dans l'art contemporain. Moi, je ne participe pas de la dénégation ou de la dégradation du point de vue sur l'art contemporain. Je crois que l'art contemporain, aujourd'hui, même s'il est très très critiqué, doit rester un espace d'invention et un espace d'expression totalement libre. Je crois que le grand danger, en revanche, pour les artistes, c'est de perdre la présence de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans certaines expositions des œuvres qui sont pauvres en présence et qui sont compensées par du discours. L'œuvre est diluée dans le discours et les artistes contemporains deviennent de plus en plus discursifs. Oui. Et là, d'une certaine façon, il y a une forme de délitement pour moi de l'art contemporain et de phagocytage du discours, de l'œuvre par le discours. Est-ce qu'on peut dire, pardonnez-moi de vous interrompre, qu'au fond, c'est la personne de l'artiste qui passe en premier plan par rapport à son œuvre? Il y a la personne, effectivement, qui parfois l'artiste met en scène, et je pense qu'il devrait y avoir un certain effacement. Moi, je préfère d'une certaine façon les artistes qui peuvent s'effacer, et en même temps, on a des contre-exemples très forts. Picasso, qui est un artiste extrêmement présent, a produit une œuvre très forte, mais c'est surtout le discours. Le discours qui vient... D'ailleurs, c'est à double niveau. Le discours, vous avez le discours de l'artiste sur son œuvre, et puis vous avez le discours muséal. Vous allez dans des grandes expositions, les gens passent leur temps à lire les explications qui sont au mur plutôt qu'à regarder les tableaux. La force de l'art, la présence de l'art, c'est justement de venir produire une charge d'invue. Qu'est-ce que fait un peintre quand il livre, par exemple, un tableau? Il donne un visible qui jusqu'alors n'avait jamais été vu. C'est-à-dire qu'il donne de l'invu, il vient casser le monde clos du visible pour proposer un visible qui jusqu'alors était resté invu. Et c'est ça la force profonde de l'art, la présence de l'art. C'est ça aussi qui vient nous émerveiller. Pourquoi on s'émerveille finalement devant un tableau? Parce que ce que propose l'artiste n'avait jamais été vu jusqu'auparavant. C'est inédit, c'est inouï. Tout à fait. Donc c'est ça qu'il faut préserver. L'artiste vient rappeler, le peintre par exemple, vient rappeler que le visible est toujours en expansion, en devenir, que la peinture n'est jamais fermée, que le visible n'est jamais fermé sur lui-même et sur une représentation du monde. C'est ça que viennent rappeler à toute époque, à l'époque des impressionnistes, à l'époque de Francis Bacon et encore à l'époque d'aujourd'hui. Donc les propositions des artistes viennent ouvrir le monde du visible. Quand l'art s'appauvrit en présence pour ne devenir qu'un discours, alors il se transforme en philosophie d'une certaine façon, et c'est dommage. On peut être un grand artiste et un homme d'affaires, comme Jeff Koons? Ah oui, ça je le pense. Oui. Les artistes aujourd'hui sont très au fait des marchés et on peut être un grand artiste et un homme d'affaires. On peut également être un grand artiste et être absolument pas un homme d'affaires. Mais ça, c'est encore un autre volet. C'est une formule. L'art aujourd'hui et la création est prise dans un marché. Tout le monde ne s'en sort pas de la même façon. Vous avez des artistes qui sont un peu broyés par le marché. D'ailleurs, parfois, ils sont portés au pinacle et puis 5 ans après, ils n'existent plus. Ça, à chacun d'avoir la sagesse et de trouver la bonne distance. Et là, il faut peut-être un peu de philosophie, justement. La sagesse et la distance pour se prémunir et ne pas se faire broyer par le marché et garder la tête froide et arriver à trouver le bon agencement au marché. Mais de tout temps, les artistes ont été pris dans le marché et dans le problème de la vente et de la production de valeur. Vous prenez un artiste comme Van Gogh, dire que Van Gogh était complètement isolé, qu'il était hors marché, c'est faux. Il avait le docteur Gachet qui s'occupait finalement de promouvoir et de vendre ses œuvres d'une certaine façon. Donc le marché, malheureusement ou heureusement, chacun jugera, c'est le réel aujourd'hui, même pour l'art.
Est-ce que le marché, justement, pour vous, la marchandisation générale, je dirais, des biens, évidemment, mais aussi des corps, voire des âmes, est quelque chose qui vous inquiète comme philosophe? C'est préoccupant parce que je pense que malheureusement, le marché, dans son ensemble, particulièrement quand il n'est pas régulé, ne connaît pas l'homme, ne connaît pas l'humain. Le marché se fout totalement de l'humain. Et le marché ne produit que de la valeur d'échange et non pas de la valeur d'usage. La philosophie s'intéresse à la valeur, mais à la valeur d'usage, justement. Absolument. La valeur d'usage. Donc là, la philosophie, d'une certaine façon, c'est l'anti-marché. Il est important que l'homme redevienne au centre et que l'homme reprenne le contrôle, d'une certaine façon, de sa destinée, de son devenir. Le marché, c'est aussi bien souvent la loi de la force, la loi du plus fort. Donc c'est préoccupant, effectivement. Et le monde qui se forge, dominé par un marché qui n'est pas régulé, n'est pas un monde extrêmement réjouissant et pas un monde extrêmement humaniste. Alors effectivement, après, il y a des contre-logiques. Et la philosophie doit alimenter cette contre-logique. La philosophie produit de l'éthique, la philosophie produit de la valeur, la philosophie produit de la rencontre aussi. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que les questions de la philosophie sont toujours des questions d'actualité. Mathias Leboeuf, un tout grand merci pour cette belle rencontre. Merci à vous. J'espère que cet entretien avec Mathias Leboeuf vous aura amené à réfléchir à votre propre approche de la philosophie. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions à nous faire par rapport à vos émissions Libre Ensemble, n'hésitez pas à nous envoyer un email à libreensemble@laicite.net, donc libre au pluriel, ensemble@laicite.net. Toutes nos émissions sont également à revoir sur notre site internet www.libreensemble.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.